Bonjour, il arrive parfois que des petites localités, protégées du monde et de ses fureurs, soient soudain l'objet de la curiosité de gens venus des quatre coins de l'Europe. C'est ce qui s'est passé à Montagne, petite localité qui se trouve très exactement à la frontière entre la Drôme et l'Isère, et où, en 1940, exactement à l'automne 1940, on a trouvé un cadavre, le cadavre d'un homme qui était passablement connu, en particulier des services de sécurité. Il s'appelait Willy Münzenberg. Willy Münzenberg était un agent de ce que l'on appelait entre deux guerres le Komintern, c'est-à-dire l'internationale communiste. Autrement dit, c'était un agent de Staline. Le problème pour lui est que les années passant, il finit par se retourner contre son ancien maître. C'est la raison pour laquelle les circonstances de sa mort sont passablement intrigantes. Nous allons évoquer sa vie en plusieurs chapitres, tant cette vie précisément a été agitée. Alors c'est là que ça s'est passé, pensez-vous? En tout cas, c'est ici, à 6 mètres de cette route, qui ne devait pas être aussi large à mon sens, c'était un chemin, disons, agricole à l'époque, à 6 mètres de cet endroit, dans le bois qui est en dessous, qu'a été découvert au pied d'un chêne, un corps en état de décomposition assez avancé, et cela se passait le 17 octobre 1940. La guerre vient d'éclater. Le gouvernement place en détention un certain nombre d'étrangers qui sont à ses yeux suspects. Willy Münzenberg en fait partie. Pour cela, on les interne non loin de Montagne, dans une forêt qui est toujours bien connue, la forêt des Chambarans. Lorsque les troupes allemandes se mettent à avancer en France, le gouvernement prend la décision alors de libérer ceux qui l'avaient mis dans ce camp, et c'est ainsi que Willy Münzenberg va se trouver errant en quelque sorte dans la nature, non loin de Montagne. Ce n'est que tardivement, peu après, que le lien a été fait entre cette découverte inattendue et qui a un petit peu perturbé l'ordonnancement de la vie du village, et les événements de juin 1940 qui, eux, concernent l'évacuation précipitée du camp de Chambaran devant l'avance de l'armée allemande. En tout cas, le 17 octobre, 2 chasseurs découvrent le corps. Le 18, les gendarmes viennent de Saint-Marcelin accompagnés du docteur Carrier qui établit le certificat, le permis d'inhumer. Et les gendarmes suivent le constat du docteur Carrier et concluent suicide par pendaison. Ce qui est certain, c'est qu'on a découvert au pendant d'une branche distante de 3 mètres du sol un morceau de cordelette, le terme est celui du rapport de gendarmerie, et l'autre morceau étant encore autour du cou du cadavre trouvé. Il est peu probable que Willy Münzenberg se soit suicidé. Mais en tout cas, ma ligne de conduite sur cette affaire, c'est de dire, tant que rien n'est prouvé, tout est possible. On voit mal quelqu'un s'évader d'une colonne de réfugiés qui tentent de sauver sa peau, c'est-à-dire d'échapper à la Wehrmacht qui s'approche du camp de Chambaran, pour venir se suicider dans un bois du Cognier à Montagne.
il y a là quelque chose qui est un peu surprenant. Donc le suicide, il n'est pas à exclure. Je rappelle que c'est la thèse officielle de la justice française jusqu'à aujourd'hui. Elle n'a jamais été remise en cause officiellement, en tout cas. Reste la mort violente, qui serait donc soit un assassinat politique, soit autre chose, plutôt pour des raisons, on va dire, crapuleuses, un détrousseur, ou bien quelqu'un qui n'aimait pas trop les Allemands. Je rappelle que Willy Münzenberg parlait très mal le français, et avec un très fort accent allemand. Il n'avait jamais fait l'effort vraiment de s'intégrer en France, de ce point de vue-là. Et donc, cette piste n'a jamais été explorée, elle a même à peine été évoquée. Le meurtre par l'assassinat politique pose quand même la question du mode d'exécution. Si, comme on le lit souvent, Staline était à l'origine de cette exécution, avait-il besoin de confectionner un simulacre de pendaison pour aller au bout de ses intentions? Je ne sais pas. Il s'est un peu moins gêné avec Trotsky, par exemple, au mois d'août 1940. Le crime de stalinien n'implique pas nécessairement Staline. Il peut s'agir de revanchards qui, ayant connaissance de la prise de position tonitruante de Münzenberg, aient eu l'occasion de régler leur compte avec lui. Dans les universités, les centres de recherche, les services de sécurité, ce personnage a fait l'objet d'innombrables études. On trouve des biographies, en voulez-vous, en voilà. Willy Münzenberg était une célébrité. Willy Münzenberg est né à Erfurt, en Allemagne, en 1889. Son père tient un café qui ne marche pas et se lance dans des affaires hasardeuses. Le jeune Willy trouve du travail dans une fabrique de chaussures où il voit bien la pauvreté qui l'entoure. Très vite, il devient un porte-parole de ses camarades. Il adhère d'abord au Parti socialiste allemand, puis, plus tard, au Parti communiste. Dans les deux cas, il a un certain talent pour se fâcher avec les directions, imposant son indépendance. La première rencontre décisive se déroulera en Suisse pendant la Première Guerre avec Lénine. Le chef bolchevique le prend sous son aile, lui donne une doctrine. Bientôt, lorsque va surgir la révolution russe, Münzenberg le suit et se trouve donc au milieu de tous les révolutionnaires importants. Les premiers mois de l'Union soviétique balbutiante déclenchent une immense famine. Là, Münzenberg va faire merveille. Avec un remarquable talent d'organisateur, il parvient à drainer des ouvriers du monde entier des soutiens qui vont rétablir partiellement la situation. Il se fait donc un nom dont on baptise les écoles ou les bateaux. Or, à ce moment-là, est constitué l'internationale communiste, ce que l'on appelle aussi le Comintern, qui a besoin d'activistes aussi doués. Willy Münzenberg va en être un agent efficace. La guerre de 14, l'internationale socialiste, elle a accepté la guerre. D'où l'union sacrée dans tous les pays. Et tu as une minorité de socialistes qui ont refusé ça et qui se sont réunis à Quintal, Zimmerwald en Suisse, s'opposant. L'autre événement majeur, c'est la révolution russe. En 17, les bolcheviks arrivent au pouvoir. Et Lénine est convaincu, comme d'autres, comme Zinoviev, comme d'autres, eh bien, que la révolution va s'étendre au reste du monde. Et en particulier d'abord en Allemagne. C'était le grand espoir. Et donc c'est dans ce cadre-là que Lénine a décidé de créer avec d'autres l'internationale communiste qu'on appelle également le Comintern en 19. Et puis en 1920, c'est véritablement là que ça se met en place, c'est là que est instituées ces fameuses 21 conditions d'adhésion. Le but, c'est de créer des partis dans le reste du monde, des partis communistes, avec une rupture totale avec la social-démocratie. Mais ces partis communistes devront dépendre du Comintern, c'est-à-dire de Moscou, qui fixe les bases. Et c'est dans ce cadre-là, donc, qu'on leur dit, voilà,
il faut accepter 21 conditions. Alors dans ces 21 conditions, il faut suivre bien sûr les directives de Moscou, il faut créer des partis sur une structure quasi militaire, il faut que les syndicats soient subordonnés aux partis, pas de démocratie dans les partis, bref, des partis structurés, nouveaux, sur le modèle bolchevique. Dans plus de 60 pays, des nouveaux partis vont être créés. En France, le Parti communiste est créé au célèbre congrès de Tours, à la fin de l'année 1920. C'est une scission là, de la SFIO, majoritaire à l'époque, et il s'appelle au début PCF-SFIC, section française de l'Internationale communiste. Donc le but, eh bien, c'est une révolution, mais il se trouve mondiale, il se trouve que cette révolution mondiale, eh bien, ça ne marche pas. Ça va échouer partout, en Allemagne, les Spartakides, et puis il y aura plusieurs tentatives, fin 19, 21, 23, ça ne marchera pas, en Hongrie, en Bulgarie, échec au début des années 20, et puis échec final en Chine en 1927. Et donc, au bout du compte, finalement, cette internationale, ça s'est transformé en soutien à Moscou, qui incarne la révolution mondiale à partir de 24-25, c'est clair. Et comme Staline est au pouvoir, cette internationale communiste va être totalement dominée par Moscou, globalement. Il y a l'appareil dirigeant qui est à Moscou, et il y a des secrétariats qui coordonnent. Pour la France, c'est le secrétariat latin. Et puis il y a des secrétariats spécialisés. Par exemple, le secrétariat des relations internationales, qui lui gère au fond la circulation des agents, de l'argent, qui fait circuler les directives. Il faut bien voir qu'à l'époque, il n'y avait pas des avions, des trains comme aujourd'hui, le passage des frontières était difficile, et ils se sont répandus dans le monde entier. Hein, c'est assez extraordinaire comme élite internationale. A joué un rôle très important dans la sélection des dirigeants. Dirigeants qui sont formés dans des écoles du parti, qui font souvent des voyages à Moscou pour être formés, promus, voire sanctionnés. En 49, c'est l'anniversaire de Staline, c'est 70 ans. Eh bien, il y a en France des collectes partout pour lui faire des cadeaux merveilleux, y compris dans la Drôme, et les camions qui se déplacent, sur ces camions, il y a écrit « Staline, l'homme que nous aimons le plus ». Donc le Comintern a permis de former une élite, ceux qui sont restés, des gens brillants, hein, des gens forts. Thorez était un type extrêmement brillant, hein, Duclos aussi, mais c'est une élite amoureuse du système de l'Union soviétique, c'est clair. Dans l'immense désordre de l'Allemagne de l'après-première guerre mondiale, Münzenberg est un des agents du Comintern. Il sera un temps parlementaire. Mais ce n'est pas cela qui le rend célèbre. Ce sont les innombrables publications qu'il lance. Il ne s'agit pas de vulgaires feuilles de propagande. Elles sont intéressantes et graphiquement bien conçues, tirant toute leur force de la photographie. Elles diffusent à des centaines de milliers d'exemplaires. Münzenberg importe des films soviétiques comme le Cuirassé Potemkin, il organise des expositions et publie des livres. On parlera même d'un véritable trust Münzenberg, tant est vaste le champ de ses publications. Mais plus le temps passe, plus des tensions l'opposent aux politiques changeantes de Moscou. Il y a une première ligne en 21, le front unique. C'est-à-dire à un moment, il faut discuter avec les socialistes, alors qu'on avait rompu. En fait, il s'agit plutôt, comme disait Trent, de plumer la volaille socialiste. Il y a une deuxième étape importante, en 24, la bolchevisation du parti. Cellule d'entreprise, au fond, il faut mettre en avant les ouvriers. C'est le mythique métallo, le mineur, le cheminot. Il ne faut plus qu'on ait ces cadres intello de la social-démocratie. Autre tournant important, la période classe contre classe, 28-32.
Et là, le Comintern décide au fond que s'il y a fascisme, c'est parce que la bourgeoisie en a besoin pour se maintenir au pouvoir et qu'elle reçoit le soutien de l'infâme social-démocratie. Et donc, les socialistes deviennent des sociaux-fascistes. Autre tournant imposé, les fronts populaires. Pourquoi? Parce que, absurde cette histoire classe contre classe, on a bien vu qu'Hitler l'a emporté. Hein. Et donc, on doit s'entendre avec les socialistes. Et chaque fois, les communistes doivent suivre. Et chaque fois, il y en a qui partent et d'autres qui rentrent. Alors, le Front populaire, beaucoup d'adhésions, en revanche. Hein. Et le Parti communiste français en a profité, il a doublé son score électoral. Et puis, autre tournant tout à fait majeur, le pacte germano-soviétique. Août 1939. On ne se bat plus contre les fascistes. C'est une guerre impérialiste, laissons-les faire. Et alors là, c'est une érosion dans les partis communistes. Le Parti communiste français perd 80 à 90% de ses adhérents. Moi, dans la Drôme, dans ma thèse sur le communisme, j'ai montré qu'à peu près 90% des communistes drômois avaient quitté le Parti communiste. Ça, c'est un tournant qui n'a pas été accepté. Et puis après, un autre tournant, parce que la guerre, et finalement, les nazis gagnent vite, et à partir de 1941, la direction se dit, mais est-ce qu'on ne peut pas avoir une autre stratégie? Et puis finalement, lorsque la Russie est attaquée par les Allemands, l'Union soviétique, en 1941, eh bien, on redevient antifasciste. Donc toutes ces lignes ont été imposées au Parti communiste, ce qui veut dire que régulièrement, il y a des gens qui rentrent et qui quittent le parti en fonction de ces lignes. En 1933, les nazis prennent le pouvoir en Allemagne. Wünsenberg doit fuir en France. Il y est fort bien accueilli par un milieu militant qu'il a contacté depuis longtemps. Il poursuit donc son action d'influence auprès des milieux intellectuels en encourageant la construction de mouvements antifascistes. Des écrivains célèbres, des artistes font un bout de chemin en ce sens. Mais bientôt surviennent les grands procès en URSS. Bientôt disparaissent mystérieusement des hommes et des femmes que Wünsenberg connaissait bien. Sa propre belle-sœur, Margaret Buber-Neumann, est déportée tandis que son mari est fusillé. Pourtant, ils avaient abondamment servi Staline. Les historiens estiment que dans l'appareil dirigeant de Moscou, il y a eu à peu près 130 exécutions sur un peu plus de 540 personnes. Mais ce qu'on ne saura jamais, me semble-t-il, c'est le nombre de personnes travaillant pour le Comintern en Union soviétique, des petites mains, entre guillemets, qui sont passées. À l'étranger, c'est plus compliqué. Mais ce que l'on sait aussi, c'est qu'à l'étranger, tous les pays ont connu une purge, enfin une élimination physique. Alors, très peu, souvent, dans pas mal de pays. En France, il n'y en a qu'un qui a été purgé. Albert, je crois, il s'appelle. Il me semble. Mais voilà, tout le monde aurait pu être éliminé, soit directement en Union soviétique, soit à l'étranger. Difficile de... On voit bien que pour Wünsenberg, il y a des doutes. Donc on aura sans doute toujours des inconnus. C'est ça l'histoire, on a des inconnus. Le plus grave, c'est à partir du moment où les purges sont mises en place de façon massive en Union soviétique. Zinoviev, Boukharine, ils sont passés. Ils ont été exécutés. D'autres dirigeants ont été éliminés. Ils ont pu être éliminés à l'étranger. Reiss, je crois qu'il a été éliminé en Suisse. Clément, c'est un Allemand, a été éliminé à Paris. Musenberg, peut-être en Isère. Et puis évidemment Trotsky à Mexico avec le célèbre, tristement célèbre Piolet. Il y a ceux qui étaient en désaccord avec la ligne politique. Musenberg, finalement, à partir de 1936, il était d'accord avec les stratégies du Front populaire. Mais il avait un adversaire. Ulbricht, lui, il ne voulait pas s'entendre avec le sommet, mais avec la base. Il y en a aussi qui ont été en désaccord fondamental avec les purges. Les procès de Boukharine, de Rykov, pour des cominterniens, c'est devenu insupportable. Ont été éliminés tous ceux qu'on accusait de trotskisme, mais bon, on sait bien que c'est l'accusation majeure. Ont été éliminés sous des prétextes totalement fallacieux, bien sûr, comme le reste, des gens qu'on accusait de trahison. Ont été éliminés des gens qui étaient de vieux compagnons de Lénine.
Ont été éliminés beaucoup de soviétiques de la périphérie, car la paranoïa du groupe stalinien, c'était la 5e colonne, des Allemands, des Lettons, etc., mais qui faisaient partie de l'Union soviétique. Ont été éliminés les Polonais, et on ne sait pas pourquoi tout le personnel polonais a été éliminé. Staline était persuadé, il le dit en 1937, que c'est un nid d'espions, le Comintern, c'est assez fascinant, d'autant qu'il est dans le Comintern, son âme damnée Yezhov, responsable des grandes purges, en fait partie, les services secrets russes en font partie, mais finalement le Comintern est supprimé en 1943. Alors pourquoi en 1943 on est en pleine guerre mondiale? On ne peut pas maintenir une structure révolutionnaire mondiale quand on s'entend avec les Américains et les Anglais pour combattre le fascisme. Et puis il y a une autre raison majeure, c'est qu'au fond, Staline et ses hommes n'ont plus besoin du Comintern. Ils ont formé une élite extrêmement fiable. Je parle de ceux qui restent, pas de tous ceux qui sont partis ou éliminés. Fiable, mais qui adorent l'Union soviétique. Retournons enfin à Montagne, parce que toute cette histoire passablement compliquée a passionné aussi, bien sûr, des gens du cru, des habitants de la localité qui essaient de la mettre en évidence, de rappeler les épisodes. Il y a un peu plus de 80 ans, Montagne a été entraîné dans le maelstrom international qui tournait autour de Willy Münzenberg et de sa lutte contre le fascisme et le stalinisme. Le hasard seul est à l'origine de cette tournure locale des événements. Ce personnage qui a été enterré à Montagne, dans cette sépulture, au début, on en a parlé les 10 dernières années qui ont suivi, puis il y a eu un petit blanc. Et donc il s'avère que les nouveaux habitants de Montagne ne connaissent pas l'histoire, ce qu'il y a eu exactement. Donc j'ai trouvé ça très opportun de lancer cette association qui va permettre, qui a déjà permis de rénover la sépulture. On va essayer de faire connaître cette histoire grâce à des visites avec une guide conférencière, afin que tout public puisse connaître l'histoire de Willy Münzenberg, pourquoi il s'est retrouvé pendu dans les bois du Cognier à Montagne. J'ai été assez stupéfaite à la première réunion que nous avons faite de Willy Münzenberg d'avoir autant de public. Il s'avère qu'on avait une centaine de personnes pour une première manifestation en Montagne sur ce sujet. Donc les gens sont quand même en attente de ce qui a bien pu se passer ici dans notre belle vallée de Montagne. Alors ici, cet endroit et un petit peu derrière, c'était l'espace de la fosse commune. Donc c'est là que tout naturellement, Willy Münzenberg a été inhumé en octobre, probablement le 20 octobre 1940. Babette Krause, bien sûr, sa compagne de l'époque, pour faciliter les démarches, elle se fera d'ailleurs passer pour son épouse. Et elle va mandater Hans Schulz, donc, qui est le secrétaire privé de Willy Münzenberg et ami de ce dernier. Et dès 1945, Hans Schulz va se rapprocher de la mairie et ce sera le secrétaire Mikou qui va lui faire état un petit peu de la tombe, de la sépulture de son ami Willy Münzenberg, de ce qui en était en 1945. Sur ces faits, Hans Schulz va demander tout de suite à ce qu'on puisse exhumer le corps pour lui offrir une sépulture décente. Et c'est ainsi, probablement à la fin de l'été, fin août, début septembre, qu'a eu lieu cette exhumation pour trouver place sur la position actuelle qu'on connaît aujourd'hui de Willy Münzenberg dans le cimetière de Montagne. Il a fallu attendre le 15 janvier 1948, probablement lors d'une
restructuration du cimetière et d'une mise à jour des concessions, eh bien que cet achat eut lieu pour la somme de 120 francs de l'époque. Cette histoire m'a tout de suite passionnée, puisque je suis d'origine du secteur, et le pendu de montagne, comme il était ainsi nommé, ou l'allemand, eh bien on ne connaissait pas son histoire. Et quand j'ai pris connaissance de cette histoire, eh bien, ça m'a paru en effet plus qu'important d'assurer la mémoire de ce personnage et la continuité de cette histoire, de la faire connaître un petit peu, voilà. Et ça passe évidemment à Montagne par cette tombe, puisque ben, c'est le seul élément concret qu'on a de Willy Münzenberg ici, dans ce petit village, qui grâce à ce personnage important, eh bien, rentre dans l'histoire. Eh bien, tu te souviens de ce que Willy Münzenberg voulait en caractère rouge? Mais bon, Ouais, enfin, voilà, ça serait un petit peu choquant, mais c'était écrit dans son poème. ce qui m'a surpris, c'est qu'il a fallu que j'attende la retraite, c'est-à-dire le début des années 2000, pour avoir connaissance de l'existence de Münzenberg et du lien entre Saint-Marcellin et Münzenberg. Parce que dans les écrits de l'époque, ce qu'on pouvait trouver en tout cas sur Internet, de vulgarisation, des écrits de vulgarisation, on parlait de Saint-Marcellin ou près de Saint-Marcellin. Et c'est là que j'ai commencé à me poser des questions et à découvrir que le pré de Saint-Marcellin c'était en montagne, et je suis venu en montagne. C'est un lieu qui relie notre petit coin de Dauphiné à l'histoire mondiale du XXe siècle. Est-ce que vous avez un doute sur la personne qui est dans la tombe? Non, je fais confiance à Babette Gross et je crois que si elle-même a fait tout ce qu'elle a fait, a conduit toutes les démarches qu'elle a conduites, a mobilisé tout le monde qu'elle a mobilisé, hein, et en France, en Suisse, à Montagne même, c'est parce qu'elle avait de bonnes raisons de croire que Münzenberg était là. Ce que je veux dire, c'est que si un jour on peut avancer sur la fin énigmatique ou l'énigme de la mort de Münzenberg, on ne peut pas trop compter sur des témoignages maintenant. Nous sommes des témoignages de deuxième, voire de troisième génération. Un élément matériel probant qui serait caché quelque part, c'est très hypothétique aussi. L'une des pistes qui reste envisageable, c'est l'examen du corps qui se trouve dans la tombe. Pour moi, Münzenberg, c'était quelqu'un d'intelligent. Il avait une intelligence que je dirais pragmatique, stratégique. Il a eu des conditions de jeunesse très difficiles qui ont développé chez lui un esprit de justice, un esprit combattant, et en même temps des conditions familiales aussi qui ont fait que très tôt il a appris à se débrouiller seul. Et il avait, dès son jeune âge, je crois que c'est Arthur Koestler qui en parle, un instinct très sûr des hommes. Autrement dit, pour moi, c'est quelqu'un qui avait l'instinct des personnes avec qui il était, l'instinct de la situation et l'instinct de ce qu'il fallait faire pour bouger les lignes. Et Münzenberg était quelqu'un de sincère, qui faisait ce qu'il croyait juste, mais qu'il s'est aussi trompé parfois. Et nous étions tout à l'heure au bois du Cognier, lorsqu'il est parti accompagné de compagnons incertains, lui qui toute sa vie a tiré les ficelles pratiquement, avait un coup d'avance. Là on voit bien qu'il avait de temps à autre quelques petites faiblesses de discernement.